Bonjour. La plume a toujours accompagné bien des écrivains dans des situations de vie particulières, confinant chacun à sa propre vision du monde. Or, n'est-elle pas si appropriée cette citation de Blaise Cendrasse lorsqu'on pense au réalisme du monde et qui dit « Je ne trempe pas ma plume dans un encrier, mais dans la vie ». Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Zehira Oufani Berfas, écrivaine, journaliste, installée au Canada dans les années 90 en pleine guerre civile en Algérie. Madame Oufani Berfas était auparavant directrice d'une bibliothèque à Alger et collaboratrice de presse et productrice d'émissions littéraires pour la radio algérienne de langue française. Elle a aussi publié 3 ouvrages dont 2 étaient des romans policiers, Le portrait du disparu et Les pirates du désert. Le 3e, L'incomprise. Après le contexte difficile du 11 septembre, elle publie en 2002 Lettres d'une musulmane aux Nord-américaines. Plus tard, après l'invasion de l'Irak, elle s'engage avec le mouvement Échec à la guerre et participe à Iraq Peace Team. Plus tard, elle a fait paraître chez Lux Éditeur Jenan, la condamnée d'Al-Mansour. Son dernier roman a été publié en 2016 aux éditions France Fanon Algérie. En filigrane de l'histoire d'amour, c'est la question de l'immigration clandestine de la jeunesse des pays du Sud vers l'Occident. Ces 3 derniers livres sont inspirés de la politique internationale et de ses conséquences sur la vie des gens. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Zahira, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir chez Art et Lettres. Zahira Oufani Berfas, écrivaine, journaliste, et vous avez été en Algérie, vous avez occupé des fonctions de libraire, et puis vous avez été directrice de bibliothèque. oui, directrice de bibliothèque et productrice d'émissions littéraires. Et puis vous êtes installée au Canada il y a quelques années. Hein? Oui, oui. Est-ce que vous avez changé de trajectoire à ce moment-là? Comment ça s'est passé? D'abord, merci de votre invitation. Je vous en prie, bienvenue. Ça me fait plaisir d'être ici. J'ai quitté l'Algérie donc en 1994. La trajectoire a été modifiée, évidemment. J'étais, comme vous venez de le dire, donc directrice d'une bibliothèque en Algérie, à Alger. Et aussi, je produisais des émissions littéraires. En fait, c'était la littérature féminine au Maghreb. La littérature féminine. Ça s'appelait comme ça, mon émission. Et aussi, j'étais journaliste, donc j'écrivais beaucoup de chroniques en Algérie. Quand je suis arrivée ici, donc à Ottawa, j'ai dû m'investir dans l'enseignement de la langue française du fait que je maîtrise en fait la langue française comme outil et instrument de travail. Donc, je me suis retrouvée dans l'enseignement. Au début, c'était dans l'alphabétisation. D'accord. J'étais dans un centre communautaire qui offrait aux gens des cours d'alphabétisation en français. Ça a été quand même quelques temps. J'ai travaillé là, je pense, près de 3 ans dans le domaine de l'alphabétisation. Par la suite, j'ai changé parce que je suis allée enseigner toujours le français. Mais au niveau de la fonction fédérale. Donc, c'était pour les fonctionnaires. Des fédéraux, d'accord. Voilà, les fonctionnaires. Donc, c'était le français langue seconde comme enseigné. Puis, quand même, vous avez continué à écrire. On va parler de vos livres. Je les ai ici devant moi, mesdames et messieurs. Mais on va commencer quand même par le début. Vous avez publié 3 ouvrages, dont 2 sont des romans policiers. Le portrait du disparu, Les pirates du désert et L'incomprise. On va en parler, hein. Le portrait du disparu, c'est l'histoire de quoi? C'est un roman policier. Hein? C'est un roman policier, tout à fait. Donc, c'était une première expérience dans le genre, parce que ce n'est pas un genre qui est répandu, en fait, dans nos pays, dans mon pays. C'était la première expérience de femmes dans le genre littéraire, donc de roman policier, le polar. Et c'est une histoire d'amour très simple, avec... il y a un crime passionnel et puis la vengeance, etc. Voilà. Donc, c'était ma première expérience. Avec son suspense, donc, exactement, connu dans les romans policiers. Oui. Le portrait du disparu. Les pirates du désert. J'ai aimé l'expérience, en fait, du premier roman policier. Puis, j'ai pensé écrire un autre. Un autre, très bien. Un roman policier. Sauf que lui, je lui ai donné une autre dimension, puisque ça parle de crime économique. D'accord. Ça rentrait un petit peu dans le cadre
de ce qui se passait en Algérie au moment où je l'écrivais. C'était des contrebandes au niveau des frontières, avec ce qui se passe, des crimes économiques, exactement. etc. Voilà, donc je me suis investie là-dedans encore une fois pour écrire ce roman policier. Très bien, Les Pirates du désert. Puis, L'Incomprise, on dirait peut-être, on brosse une biographie d'une personne. De quoi ça parle justement? L'Incomprise, c'est pas du tout le genre du... Oui, c'est plutôt un roman, dirais-je, un peu social, puisqu'il traite de la réalité sociale en Algérie. Le contexte était, à l'époque, dans les années 70, c'était quand même un pays qui était très ouvert pour les femmes, etc. Donc, c'était un petit peu le conflit qui était présent dans la société entre tradition et moderniste. C'est-à-dire... Oui. C'est un clivage, justement, entre ce qui est tradition et modernité, des conservateurs qui veulent justement garder les traditions et des modernistes plus progressistes vers l'Occident. Est-ce que c'était juste de la réalité? Est-ce que c'était Non, c'est de la fiction, évidemment. L'histoire, c'est de la fiction. Mais ça représentait une certaine réalité que les gens vivaient. Oui. Donc, pour les femmes, et aussi, ça parle aussi, comme on était, vous savez, on était dans l'ère socialiste. Oui. Donc, les femmes s'investissaient comme ça dans le syndicat. Il y avait des luttes sociales, il y avait... C'est tout ce contexte-là que j'ai raconté dans L'Incomprise. Donc, une vision de l'époque. Voilà, d'une époque en Algérie, donc c'est celle-là. Excellent. Puis, à partir de 2002, vous avez publié Lettres d'une musulmane au nord américain chez Éco-Société, une lettre témoignage qui nous parle qui nous décrit une vision du monde qui est la vôtre. Oui, tout à fait. Mais pourquoi vous l'avez justement destiné au Nord-Américain, Zahira? Parce que de toute façon, c'est un livre qui est venu en réaction à la politique internationale des États-Unis suite en fait au 11 septembre. Suite aux événements du 11 septembre, oui, d'accord. Tout à fait, donc c'est une réaction, pour ainsi dire, à tout ce qui était véhiculé à l'époque contre les musulmans, parce que c'était... Bon, il y a eu les événements tragiques du World Trade Center, c'était une tragédie pour les Américains, mais tout de suite après, il y a eu une politique très agressive vis-à-vis de tous les musulmans. Et dans le monde. Dans le monde entier. Donc, c'était ça qui m'a un petit peu poussé à écrire ce livre, pour réagir d'abord et pour expliquer aux Nord-Américains que les musulmans ne sont pas des terroristes. Oui, parce que justement, ce cliché a été véhiculé après les événements du 11 septembre de manière... drastique. Drastique, et c'était aussi la guerre en Afghanistan à l'époque. Oui. Donc, ils justifiaient ça aussi par l'invasion de l'Afghanistan, ils justifiaient ça pour torturer plein de gens qui n'étaient même pas impliqués dans ces... Donc, il y avait une rafle... Exactement. C'était quand même un contexte qui était très, très dur et très agressif vis-à-vis des musulmans. Et qui ne pouvait ne pas ébranler l'imaginaire collectif. J'imagine que tout le monde était touché. Exactement, de la plupart Donc, moi, j'ai trouvé que... comme moyen de réagir, d'expliquer ce que je vivais d'abord, et puis d'expliquer la réalité du monde, parce que quand même, c'est pas la politique internationale des États-Unis cause beaucoup de ressentiments à travers le monde. Dans le monde. Alors, on va rebondir sur ça. On va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée Zahira Oufani Perfas. On parlait justement de Lettres d'une musulmane au nord américaine. Et il y a un questionnement aussi qui revient avec ça. Est-ce que le monde a changé justement après le 11 septembre? Si vous voulez dire, est-ce qu'il a changé dans le bien pour l'humanité? Je dirais que non. Je n'ai pas vu de choses... Jusqu'à date, parce que là, on parle après une vingtaine d'années ou quasiment 20 ans. Non. Et pire encore pour les pays comme l'Irak. Oui. Parce qu'on disait que c'était pour démocratiser le pays, c'était pour rétablir le droit, enlever le dictateur, etc. Mais dans la réalité des choses, le pays a été détruit effectivement, mais la démocratie ne s'est pas installée, puis les gens ne vivent pas mieux qu'avec le dictateur.
Puis je rappellerai que vous êtes membre, vous êtes ou vous avez été peut-être membre. Oui. Vous étiez membre avec Paix Oui. pour l'Irak, Peace for Iraq. Et vous avez été donc. Donc ça c'est en fait c'est le deuxième ouvrage. Le deuxième ouvrage dont on parle, qui est Jenan justement. Oui, c'est Jenan, la condamnée d'El Mansour. Une introspection, on dirait que vous vous projetez donc dans la vie là-bas. Mais ça parle de quoi, pour prendre juste une idée générale? En fait, ça parle c'est l'histoire d'une petite fille, c'est Jenan. C'est Jenan, oui. Donc, c'est une petite fille que j'ai rencontrée dans un hôpital où, puisqu'on était en mission humanitaire en Irak, oui. On est allé, je pense que c'était 3 semaines avant l'invasion de l'Irak. Avant l'invasion, oui. Oui, pour être présent. Oui. Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, c'était une mobilisation extraordinaire dans le monde. Historique. Il n'y en avait pas eu dans le monde entier une mobilisation contre la guerre comme celle-là. Donc, on pouvait croire quand même que cette guerre-là n'aurait pas lieu. En tout cas, il y en avait beaucoup qui croyaient que, puisqu'il y avait une mobilisation aussi importante dans le monde entier contre cette guerre, et que le droit international interdisait cette guerre, parce que c'était aller contre le droit international, puisque l'ONU, tout ce monde-là. Donc, nous, on pensait que la guerre, effectivement, n'aurait pas lieu. Oui, et aller justement contre ces résolutions, c'était carrément injuste. C'est pas pour rien qu'il y a eu une mobilisation extraordinaire à l'époque. Mais vous dites que vous étiez 3 semaines avant. Oui, et lorsque la guerre s'est déclenchée, vous êtes pour dire aux gens là-bas, on est avec vous, on est solidaires, cette guerre n'aura pas lieu. Oui. Parce qu'on le pensait. Il y en avait vraiment qui le pensaient sincèrement, et j'en faisais partie. Oui. Donc, on était allés là-bas. Déjà, il y avait les sanctions. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, parce que l'organisation avec laquelle je suis partie, c'est une organisation créée par une pacifiste américaine, mais qui regroupait plusieurs pays, dont le Canada, l'Australie, l'Angleterre, etc. Le Québec, bien sûr, qui faisait partie, on faisait partie de cette organisation. Donc, tous ces gens-là se rendaient déjà en Irak pour aider les Irakiens pendant les sanctions, parce qu'il y avait quand même un embargo des sanctions sur les gens. Donc, ces gens-là étaient là, mais on est allé juste avant la guerre pour continuer leur mission et en même temps dire aux Irakiens, voilà, il n'y aura pas de guerre. On pense que, voilà, on pense qu'il n'y aura pas de guerre. Oui. Et puis... finalement, elle est venue. Il y a eu cette guerre, mais il doit y avoir votre message. C'était quoi votre message, justement, en écrivant un tel roman, La condamnée d'El Mansour? Condamnée à quoi, justement? Oui, La condamnée d'El Mansour, ça veut dire que c'est une petite fille. Elle n'était pas seule, évidemment. On l'a rencontrée dans un hôpital pour les enfants atteints du cancer. Donc, c'était à cause je ne sais pas si... il y a eu les... Oui, je peux vous tendre le livre si vous voulez. En 1990, il y avait eu la première guerre du Golfe. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Donc, ils ont largué du nucléaire à l'époque. Mais ce n'était pas dit. On n'avait pas dit ça. Ils n'avaient pas dit ça. J'ai oublié vraiment, je ne me souviens pas tout à fait. N'empêche, ces enfants-là étaient atteints justement du cancer à cause de ces largages. Oui, nucléaire qui n'était pas médiatisé, ou plus ou moins médiatisé, mais oublié à l'époque. J'ai oublié comment on appelait C'est pas grave, le terme. on pourrait y revenir après. N'empêche, ces enfants-là étaient condamnés à mourir. D'abord parce qu'ils étaient atteints de ce mal, et en plus, les sanctions empêchaient les Irakiens d'importer les médicaments nécessaires pour les soigner. Donc ils mouraient. Ils étaient là juste pour être dans un lieu où les infirmiers, les médecins et tout ça étaient là pour les faire un petit peu vivre quelques semaines, si vous voulez, avec des jouets qu'on leur donnait ou des bonbons et tout ce qu'on pouvait leur offrir. C'était donc des enfants en sursis. Et au moment de la guerre, donc l'invasion de l'Irak, ces enfants-là ont été... on a dû vider l'hôpital où ils étaient pour les blessés, parce que les blessés de la guerre avaient besoin d'espace. D'espace, voilà. Donc ils ont vidé les hôpitaux et envoyé ces enfants-là mourir ailleurs, chez eux. Et puis cette fille-là, Jenan, en faisait partie. Et pourquoi est-ce que je l'ai suivie? C'est parce que lors d'une visite qu'on a faite à l'hôpital
On est allé les voir avec des, vous savez, la pâte à modeler, Oui, des oui, crayons de couleur, des les choses affaires vraiment... ludiques qui voilà. pourraient apaiser, oui. Exactement. Donc, on avait un cahier de coloriage et on donnait une feuille pour chaque enfant. C'est à lui de mettre les couleurs et tout ça. Puis cette fille-là, quand on lui a présenté le livre pour qu'elle choisisse, elle ne voulait plus le lâcher. À son âge... Elle ne voulait plus le lâcher et elle l'a caché. Donc, moi, je ne pouvais pas le lui enlever. J'étais incapable de le faire. Oui. J'étais vraiment incapable de le faire. Et mon ami, bon, je n'étais pas seule dans l'hôpital, hein, on était un groupe. Donc, l'amie qui était avec moi, elle m'a dit que je n'avais pas le droit de le lui laisser. Il faut absolument le récupérer. Mais je pense que vous avez... Oui, parce que vous avez réagi de manière humaine aussi. Hein. Oui, oui. Pour moi, oui. Pour vous, c'était humain, c'est ce qu'il fallait faire. Laisse. On va rebondir sur ça. On le fait après la pause, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres, avec notre invitée, Madame Zehira. Vous venez de me dire l'uranium appauvri. Hein? C'est ça. Alors, on va prendre l'explication. C'était l'uranium avec lequel ils étaient atteints. Oui, ils étaient atteints parce que les Américains avaient bombardé avec ça. Avec ça, alors bon, c'était une époque triste, on va dire. Oui. Jenan l'a condamné d'El Mansour, de son auteur Zehra Oufani Berfas. Puis, ce dernier, c'est le tout dernier. Oui, ça c'est le dernier. On peut parler du tout dernier, La honte se vit seule, publié en Algérie. Oui. Thématique, de quoi il parle? Alors, il parle, en fait, c'est comme les deux autres. Je vous ai dit que moi, les trois livres sont ancrés dans l'actualité internationale. Internationale, parfait. OK, donc l'autre, lui, c'est le 11 septembre, l'autre, c'est la guerre en Irak, et le troisième, ça traite surtout c'est l'immigration clandestine, celle qu'on appelle l'immigration clandestine. Sujet très sensible. C'est-à-dire, exactement, c'est-à-dire le rêve que font beaucoup de gens dans le sud de la planète, hein, dans le sud de la planète, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, tous les gens de ces régions mal aimées où la malvie est toujours pour présente. Pour aller chercher un peu de sérénité voilà, dans donc ces gens-là rêvent toujours du Nord et donc ils vont dans certaines circonstances, parfois dans des circonstances normales, disons, parlant immigration, etc. Mais parfois, c'est comme les victimes qu'on retrouve comme ça sur les plages, avec les barques qui traversent l'Europe et qui arrivent en Italie. Et ça, c'est un fléau pour les pays là, du Maghreb. Du Maghreb et de l'Afrique. Donc, on parle de la rencontre de Selma et Mourad, qui ont eu une histoire d'amour. Selma, c'est une fille qui s'est fiancée à un médecin en Algérie. Un médecin en plus, oui. Voilà, et puis que le médecin, bon, comme il ne se retrouvait pas en Algérie, il n'avait pas de logement, il n'avait pas... il est allé en France en espérant, bon, changer de vie. Changer son destin. Et puis ramener sa femme, sa fiancée, et puis s'installer. Puis là, ça n'a pas marché. Oui. Alors, il décide de venir jusqu'au Canada, ici. Là. Oui, et pour avoir une nouvelle vie. Encore. Voilà, donc il va laisser la fille 3 ans à lui raconter des histoires. Je vais régler mes papiers, je vais venir te chercher, etc. Puis donc, la fille, à un moment, n'arrivait plus à supporter ça. Donc, elle a pris sur elle et puis elle a fait le voyage. Elle est ici, elle est venue jusqu'à Montréal. Elle est venue le rejoindre, n'est-ce pas? Jusqu'à sa porte. Non, le hic, c'est que quand elle est arrivée ici, et lui, il avait déjà un bébé et une femme. Déjà? Ah ben voilà. Donc, c'est ça le drame du roman. Du roman. Voilà. Zehra, je vais vous tendre les 3 livres et je vais vous demander de partager avec nous, avec les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, un extrait de votre choix, d'un livre de votre choix. Et c'est avec vous, madame. Alors, je vais peut-être... Donc ça, c'est un extrait de... Ça, c'est l'extrait du dernier, donc c'est le... De la honte se vit seule. Oui. Avec notre invitée, Zehra Oufani, mesdames et messieurs. Alors, je vais juste... Alors, y a-t-il des personnes malchanceuses qui, quoi qu'elles fassent, se retrouvent toujours dans plus grand drame que celui qu'elles voulaient fuir? Selma était convaincue d'en faire partie. Se trouver là, dans cette voiture si démunie et à la merci de Mourad, l'artisan principal de sa désespérance, ne pouvait que la conforter dans sa déduction. Comment les choses avaient pu tourner si mal, et même à l'avantage de celui qui devait en faire les frais. Elle avait cru si fort en son plan de vengeance contre Mourad,
persuadée qu'en l'exécutant, elle serait enfin libérée de tout lien avec lui. Le choc a été si grand pour le jeune homme qu'il disparaîtrait de lui-même, ravagé par la honte du spectacle qu'elle lui aurait servi. Mais comble de déception pour Selma, il n'en fut rien. La douleur qu'elle avait vouée à son ex-fiancé manqua lamentablement sa cible. Elle ne l'avait même pas effleuré. Morad avait-il compris ce qui s'était passé chez Nora ce jour fatidique? Selma en doutait. Personne n'avait répondu aux interrogations de Morad. Les choses s'étaient passées si vite qu'elle-même en a perdu le fil avec l'irruption de Nora dans le décor. Donc ça c'est un petit... Deux destins, oui. Deux destins donc, magnifiques. Donc on rappellera ce livre, La honte se vit seule, le dernier de Zehra Oufani Berfas. Une question qui me revient, Zehra, concernant cette magnifique concertation citoyenne en Algérie, le Hirak, qui est très suivie ici aussi par la diaspora algérienne au Canada, à Montréal. Quelle est votre lecture, quelle est votre perception et sentiment de ce qui se passe? Est-ce que ça impacte un petit peu la production culturelle, littéraire, d'après ce que vous voyez? Je ne sais pas si on peut dire qu'elle impacte aujourd'hui, parce que c'est dans le feu de l'action. C'est dans le feu de l'action Moi, encore, personnellement, voilà, je n'ai pas assez de recul. On est impliqué là-dedans. On est encore impliqué, tous les citoyens sont dedans, d'accord? Oui, c'est ça. Donc, on regarde ça et puis il y a aussi le stress de se demander où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va déboucher avec ça, est-ce qu'on va réussir le grand projet de l'État de droit dont on a rêvé, dont on rêve encore les Algériens depuis longtemps. Donc, on est préoccupé avec ça. Je ne sais pas si on peut écrire aujourd'hui. Mais vous avez écrit des articles? Oui, vous avez écrit des articles sur ça? J'ai écrit 3 poèmes, je pense, les premiers mois. J'ai aussi écrit des textes, des textes sur le Hirak. Oui. Et là, on suit au jour le jour. Au jour le jour, ce qui va se payer. On espère bien sûr que ça va aboutir que les idéaux du peuple algérien se réaliseraient. Exactement, c'est tout ce qu'on souhaite et c'est tout ce qu'on prie en fait. Moi, je prie personnellement, je prie que les choses se passent toujours pacifiques comme aujourd'hui, avec la silmiya. On n'a pas cessé de répéter ça, parce que nous avons déjà vécu des moments difficiles en Algérie, des tragédies même. Donc, j'espère que le peuple, cette fois-ci, aura gain de cause et que l'Algérie sera la nouvelle Algérie qu'on souhaite. Exactement, madame. Nos voeux aussi que quand vous dites que les idéaux se réaliseront comme le peuple algérien veut le faire. C'était un plaisir de vous avoir reçu, madame Zehra Oufani Berfas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, mesdames et messieurs, de votre continuel intérêt. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.